Le burn-out, on en parle régulièrement dans les milieux professionnels depuis plusieurs décennies. Et pour parler de cette question, eh bien, j'ai invité aujourd'hui Jérémy le frugaliste. Enfin, je vais dire aujourd'hui, mais en fait, l'interview a eu lieu il y a quelques semaines de cela. Voilà, donc là, je tourne la petite présentation a posteriori, bien évidemment. Jérémy, c'est un spécialiste de la question du burn-out. Il est venu nous en parler et plus précisément, il va nous dire aujourd'hui comment identifier le burn-out. Alors, je te précise que cette vidéo, c'est la deuxième partie d'une série consacrée au burn-out, puisque à l'origine, j'ai interviewé Jérémy. Ça a été un échange très prolifique et comment dire, ça a duré plus de 2 heures. C'est l'interview complète, elle a duré plus de 2 heures. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de diviser en différentes parties. Bien évidemment, je t'invite à regarder sur la chaîne si c'est pas suggéré dans les résultats de recherche, bien évidemment à droite ou en dessous de ton écran. Si c'est pas suggéré, je t'invite à regarder donc les différentes parties, la partie de présentation, donc la partie précédente, et puis les parties suivantes si elles ont déjà été publiées. Voilà, tout simplement. Bonjour, si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Cédric Corneloup et je suis webmarketeur pour les entrepreneurs timides, introvertis ou en manque de confiance. Avant de commencer, je t'invite à liker cette vidéo, à la commenter si tu as des questions, un retour d'expérience, notamment sur le burn-out. Bien évidemment, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et si c'est pas encore fait, eh bien, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et au moment de t'abonner, clique sur la cloche pour ne rien rater des prochaines publications. Maintenant, je lance le jingle et on se retrouve ensemble face à mon écran, enfin en écran partagé plutôt, avec Jérémy qui va nous parler donc maintenant de comment identifier le burn-out. C'est parti. Mais avant cela, eh bien, il faut être vraiment vigilant aux signes avant-coureurs parce que... Et lesquels, justement? Il y en a plusieurs. Ça peut être un manque de motivation. Un manque de motivation où on y va vraiment à reculons. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu sais, où t'y vas, mais tu sais que t'as une boule au ventre, tu vois, t'as vraiment une boule d'angoisse. Et plus t'approches de la porte du travail, plus t'as cette montée d'angoisse qui est terrible. Ça peut être aussi une irritabilité, mais qui est anormale, tu vois, quand t'as certains collègues qui te parlent ou qui te demandent des choses, euh, bizarrement, même, tu vois, tu vas avoir tendance, malgré toi, à avoir une réaction agressive, alors que t'es pas de nature agressive habituellement. Ça peut être évidemment des troubles du sommeil, ça va de soi, et puis aussi une espèce de tension qui fait que ça va se répercuter dans ton environnement familial. Quand on en arrive là, c'est déjà, on est déjà à un stade avancé, mais ça peut être des signes qui sont beaucoup plus pernicieux, plus pervers, ou comment dirais-je, on pourrait les considérer comme des signaux faibles. Un mal de dos chronique, parfois des maux de ventre bizarres, tu vois, sans raison particulière. Et ça, c'est peut-être ton corps qui est en train de te dire, attention, Cédric, ça va pas. Attention, fais gaffe. Et la chose qui est importante de comprendre, c'est que si toi-même t'es pas capable d'être attentif à ces signes-là, bah, ça peut te coûter cher parce que ça va, tu vois, tu vas empiler la note, quoi, tu vois. Et à un moment donné, il faut passer à la caisse. Et là, c'est ça, ben voilà, c'est le moment où tu arrives et où tu te dis, je peux plus, j'y arrive plus et tu comprends pas pourquoi. Alors tu te dis, tu te mets un coup de pied au cul, allez, on va se remettre un coup de pied de plus. Allez, on va s'arrêter une semaine et puis on y va. Et puis allez, vaille que vaille, on serre les dents et puis tu penses à ton chèque. Mais non, même avec ça, tu n'y arrives plus. Tu te rends compte que et ça, je vais te dire, avec les différents confinements, il y a beaucoup de personnes qui sont restées chez elles, qui ont cogité, tu vois, et qui se sont dit que ça les a forcées, pour certaines d'entre elles, à prendre du recul et à se dire, mon Dieu, je suis dans une place où je suis pas à ma place, je suis pas en train de faire ce que tu vois. Mais il y a tout un tas d'autres gens, tu vois, qui ont continué dans le guidon, ou qui continuent. Peut-être que c'est ton cas, tu vois. Et si on en est à ce niveau-là, faut vraiment être super vigilant parce que
les conséquences peuvent être vraiment terribles. Et ce que je voulais dire aussi par rapport au burn-out, j'ai interviewé d'autres personnes sur cette chaîne, notamment Johan Bollinger. Alors, la vidéo date de il y a 2 ou 3 ans. Vous la retrouverez de toute façon. Et lui, alors Johan est de nationalité belge et il travaillait à la télé. Il interviewait, il a notamment fait le buzz au tout début de YouTube où il a interviewé un député qui était complètement ivre sur le plateau. Je me souviens de ça. Je me souviens très bien de cette interview. Il a fait le buzz. Il est décédé depuis, ce député. J'ai oublié son nom. Il est décédé il y a quelques années depuis, mais je me souviens très bien. Il voulait faire une grande réforme, ce député. Il disait, on va faire une grande réforme. Il était complètement pété. Je me souviens très bien de cette interview. Et je parle de ça. J'aimerais bien le rencontrer, cette personne. Toujours est-il, tu regardes Johan Bollinger sur la chaîne, et puis il est sur Facebook notamment. C'est quelqu'un de très très gentil et il a expliqué que son burn-out, à un moment donné, il faisait, c'est pareil, il bossait. Enfin, je me souviens plus exactement en termes exacts, mais à un moment donné, il roulait, il était en voiture, il devait aller au boulot, je pense. Et il s'est arrêté sur le bas de côté, il pouvait plus conduire, il pleurait. Voilà. Ça a été et incapable de faire quoi que ce soit. Il était complètement. Mais c'est horrible quand ça t'arrive ça, parce que tu comprends pas ce qui t'arrive. Tu comprends pas ce qui t'arrive. Tu comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe. Tu comprends pas. Il y a un milliard de raisons qui font. Et c'est curieux que tu me parles de cette personne parce que tu sais. Moi, j'ai travaillé également pour des chaînes de télévision pendant une vingtaine d'années, mais de l'autre côté, pas devant la caméra, mais derrière, puisque j'étais technicien. J'ai fait la prise de vue comme caméraman, j'ai bossé sur le terrain, fait un milliard de manifestations où on se faisait gazer, caillasser, insulter, etc. Bref, j'en ai vu de toutes les couleurs. Et au bout d'un moment, tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ça que je voulais faire quand j'étais petit? Est-ce que c'est vraiment ça, vraiment le sens de ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis heureux en fin de compte? Est-ce que je me sens épanoui dans ce que je suis en train de faire, tu vois? Et je pense que n'importe qui à un moment donné arrive à se poser ces questions-là d'abord, et ensuite arrive à y répondre en se disant non, ça va pas, il y a un truc qui cloche. Ben il faut pouvoir réussir à faire autre chose. C'est pas facile, c'est très difficile de se protéger. Il faut vraiment être vigilant à ces choses-là. C'est très très difficile parce qu'il y a personne qui te l'apprend. Ou quelqu'un t'a-t-il appris jusqu'à maintenant à te protéger contre le surmenage professionnel? On t'a toujours bassiné en te disant faut en faire plus, faut en faire plus, faut en faire plus. Travail, voilà. Et aujourd'hui, ils vont même plus loin, les mecs, ils vont même plus loin. On t'explique que si t'arrives pas, même toi dans ton business, à être quelqu'un de successful, c'est de ta faute. C'est parce que tu t'es pas levé à 3 heures du matin pour prendre des douches d'eau froide. C'est parce que t'es pas assez, je sais pas quoi, productif ou je sais pas quoi, tu vois, tu sais, dans les, merde, comment on appelle ça? Le lean management. Voilà, le lean management. C'est ça qui fait qu'on en est là où on en est. Le lean management. C'est ça, c'est à cause d'eux, c'est pas de ta faute si t'es peut-être à un moment donné où tu te dis merde, ça va pas, ça cloche, ça va pas, je suis pas bien, c'est pas de ta faute. C'est de la faute du lean management. Et ce qui s'est passé en 2004, aujourd'hui, c'est devenu sous des airs plus masqués, sur des airs plus pernicieux, c'est devenu la norme. Et ça, il faut absolument essayer de se protéger, il faut absolument essayer de mettre en place des systèmes qui ont fait leurs preuves, qui marchent, des méthodes qui ont fait leurs preuves et qui fonctionnent, qui marchent, pour essayer de faire en sorte de ne pas être victime de ça. Parce que quand on est dans la sauce et qu'on tombe par terre, et s'il s'est arrêté sur le bord de la route et qu'il s'est mis à chialer comme ça tout seul, pétrifié, je sais ce que c'est. J'en ai eu d'autres d'interviews, mais son comment dire, ce qu'il disait par rapport à ça, son témoignage, ça m'a franchement marqué parce que quand tu roules, tu vas d'un point A à un point B, tu roules peut-être avec la peur. Oui, je vais voir mon patron, je vais me faire engueuler, là, il veut me voir, voilà, et je sais que j'ai fait une connerie ou je sais qu'il va me reprocher un truc, mais t'y vas.
tu t'arrêtes pas sur le bas-côté et puis tu es sur le volant en train de chialer. Parce que c'est grosso modo, c'est ce qu'il expliquait. C'est ce qui, bon, depuis, il a remonté la pente, c'est quelqu'un de très bien. Enfin, je fais sa pub gratuitement. Voilà, vous pouvez le suivre sur Internet. Il est spécialisé dans le web marketing. Et non, ça a été un très bon échange. Et ouais, ça m'a vraiment marqué. Alors moi, encore une fois, j'ai jamais vécu le burn-out, mais c'était vraiment l'exemple parmi toutes les personnes que j'ai pu interviewer. Et à mes débuts d'interview où je faisais ça sur la chaîne, j'arrêtais pas d'en rencontrer. Alors maintenant, beaucoup moins. Mais à l'époque, je me dis, mais 5 personnes que j'interroge, il y en a 4 qui ont fait un burn-out. Mais lui, c'était vraiment quelque chose de significatif. Tu roules, tu t'arrêtes d'un seul coup, tu pleures, quoi. Et incapable de faire quoi que ce soit. Et justement, est-ce que tu peux partager une expérience personnelle ou un cas que tu as observé où burn-out a eu un impact significatif sur la vie de quelqu'un? Ben, mon père, il en est mort en 1990 déjà. Je l'ai vu ça. Tu vois, ça je l'ai vu. J'avais 8 ans. Et ça te marque quand tu vois ton père qui rentre chez toi, qui rentre parce qu'il était employé de banque, travaillait pour une banque. Enfin, il était responsable d'agence. Et on était au début de l'époque où on commençait sérieusement à presser. Ouais, ça a été le tournant, les années 90, début des années. Ouais, bah moi je te le dis, juin 1990. J'avais 8 ans, je le vois, il rentre à l'appart, il s'écroule, il se met à chialer. Voilà. Et il avait 39 ans. 3 semaines après, il est mort dans un... En plus de ça, on n'en parlait pas. Non. Non, on n'en parlait pas. Non, on n'en parlait pas. Il fallait pas en parler. Et si tu veux, moi, j'ai toujours grandi avec le truc, mon père, c'était un bosseur. Mon père, c'était un bosseur. Donc, si tu veux, moi, il fallait que je sois un bosseur. Il fallait que j'en fasse plus. Quand j'étais étudiant, j'avais une prof, elle m'appelait Monsieur Plus, parce qu'il fallait tout le temps que j'en fasse des caisses. Et même encore aujourd'hui, ben voilà, quand je crée des formations pour mes clients, quand je les accompagne, j'essaye d'en faire plus. Et pour aider les autres. Et j'aime ce que je fais. Ça m'apporte énormément il y a rien de plus épanouissant que de te dire que ce que tu fais t'aide les autres. Mais pendant des années, je l'ai fait dans des boîtes où je me sentais pressé comme un citron, quoi, clairement. Et au bout d'un moment, bah oui, ça m'est arrivé de craquer. Je vais te raconter une anecdote précise. Mais avant ça, je voudrais juste refaire un point. Tu me parlais tout à l'heure de symptômes ou de caractéristiques du burn-out. Il y en a une très importante que j'ai pas citée et qui est probablement la plus importante, la plus notable. C'est la perte d'intérêt dans les choses. Tu t'en fous. T'en as plus rien à foutre de rien. Rien. Tu t'en fous. Une forme, c'est même pas une insensibilité, c'est que en fait, tu te sens vide. T'es vide. T'as plus rien à donner. Et tout ce sens. T'as un manque de sens par rapport à un manque enfin, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Ouais, mais parce que dans la dépression, tu vis ça. Moi, j'ai vécu ça. Ça te touche sur le plan émotionnel à un point où en fait tu regardes les choses passer devant toi comme si tu regardais un film et que tu étais au-dessus ou ailleurs, tu vois. Et il peut se passer un truc bien, pas bien. Au taf, ça peut bien se passer, mal se passer. Là, enfin, tu vois, voilà. Mais c'est pas une forme de recul où tu te dis, moi je m'en fous parce que j'ai ma vraie vie qui est ailleurs et où je sais que l'important c'est ailleurs. Non, c'est que tu t'en fous de tout, t'es vide. C'est ça une des définitions du burn-out, c'est que t'es vide, tu es vide, vide de compassion, vide de sentiments, vide d'empathie. Et ça c'est terrible. Alors pour te décrire une situation que j'ai vécue, on est en 2015 et il y a la plus grosse entreprise de téléshopping au monde qui s'appelle QVC en bon français, qui débarque en France. Voilà, ils débarquent en France et ils veulent s'imposer comme le nouvel acteur qui va tout casser. Voilà. Entre-temps, il s'était maqué avec Arnaud Montebourg, qui était à l'époque ministre de l'Industrie,
pour pouvoir s'implanter en France, moyennant quoi ministre du relance du redressement productif. Du redressement productif. Voilà. Mais le deal, c'est qu'ils allaient s'implanter là où il y a toutes les télés, au nord de Paris, et ils allaient embaucher des petits jeunes du 93 à pas cher, moyennant quoi ils auraient des subventions et ça leur coûterait pas cher de démarrer. Pour tout expliquer, ils avaient racheté les anciens locaux du journal France Soir parce qu'il y avait des imprimeries, donc il y avait de la grosse hauteur sous plafond, tu vois, et là-dedans, ils pouvaient installer des studios. Quand on installe des studios, il faut qu'on ait de la hauteur pour installer les lumières, les spots et les décors. Bref. Et l'idée, c'était de lancer une chaîne de télé-shopping en direct, en live, où les gens ils pourraient appeler, etc. Et voilà. Donc du coup, ils se mettaient en concurrence par rapport aux acteurs qu'on connaît en France depuis longtemps, en l'occurrence TF1, M6, Boutique et puis télé-shopping sur TF1. Et donc en fait, si tu veux, eux, gros mastodontes, ils arrivent, ils disent pour nous le seul concurrent mondial, c'est Amazon, les autres, on s'en fiche. Seulement, pour que ça marche, il fallait qu'ils puissent avoir accès au marché national. Or, il y avait une renégociation au moment où ils ont démarré pour pouvoir obtenir les chaînes TNT qui étaient intéressantes. Et sous couvert d'un certain lobby, disons les choses, ils ne les ont pas eues. Et c'est bon, voilà, les choses se sont faites comme ça. Pourquoi je te raconte ça? Parce que en fait, ils m'ont embauché à l'époque pour démarrer la chaîne et en fin de compte pousser à faire en sorte que tout ça, ça se mette en place et que ça marche bien, tu vois. Donc en fait, j'avais été embauché comme shift manager, comme ils appellent ça. Donc en fait, ils avaient embauché des jeunes sortis d'école à pas très cher, qui avaient pas trop d'expérience là-dedans et mon taf avec un autre gars, c'était de les encadrer et puis d'essayer de faire en sorte que ça marche, quoi. Et seulement, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous en demandait plus. Ils n'ont pas eu accès aux canaux qu'ils voulaient. Leur chaîne, ça n'a pas marché. Ça s'est vautré très rapidement. Et en fait, les gars, ils m'ont viré le tout dernier jour de mes 6 mois de période d'essai. Ils m'ont pris en période d'essai. Ils m'ont pris 6 mois, alors que ça faisait déjà plus de 15 ans que je bossais pour toutes les chaînes de télé en France. Hein, tu vois, la plupart comme technicien. Le tout dernier jour, ils me disent non, tu sais quoi, tu te casses, quoi. Et en fait, j'en étais arrivé à un point. Enfin, ce que je te raconte, je l'ai jamais raconté à personne, mais c'était tellement, je le vivais tellement mal, quoi. J'en dormais pas la nuit et le week-end, ça me rongeait, ça me brûlait, ce truc-là. Et je me souviens avec ma copine de l'époque, dès que j'avais un moment de libre, je disais vite, faut qu'on aille dans un parc, un truc, la nature, tu vois, un coin cool, tu vois, où il y a de l'herbe, où il y a de l'eau. Il me fallait qu'il y ait un truc de l'eau, quelque chose de reposant les oiseaux, et j'essayais absolument de chercher ces trucs-là, tellement pour essayer de trouver de l'énergie, quoi, essayer de me ressourcer, parce que j'y arrivais plus, quoi, tu vois, j'y arrivais plus. Et les mecs, ils ont failli vraiment. Ah ouais, franchement, ils ont vraiment failli avoir ma peau, ceux-là. Et ils m'ont dégagé. Bon, je me suis dit, de toute façon, je pense que j'avais compris déjà à l'époque que j'étais pas fait pour avoir un CDI. C'était pas dans ma nature. J'ai toujours été intermittent du spectacle. Et je me souviens, à l'époque, j'étais sur le trajet du retour pour rentrer chez moi. Et j'ai le téléphone qui a sonné sur le trajet et on m'a appelé pour me proposer du travail en même temps. Donc en fait, si tu veux, je me suis même pas retrouvé au chômage et j'ai recommencé tout de suite à faire. On a rechopé une liane, quoi. Tu lâchais une liane et t'en as rechopé une autre. Ah ouais. Et comme Tarzan. Ah ouais. Ça s'est passé vraiment comme ça. Ah ouais, tiens, salut Jérémy. Ouais, on m'a dit que machin. Est-ce que t'es dispo le 13 et tout? Moi, bah ouais, vas-y, pas de souci. Ok, bah vas-y, c'est parti, quoi. Et finalement, ce que je veux dire aux gens, c'est que j'ai pas de morale particulière à raconter de tout ça, si ce n'est le fait que moi, j'en arrive à un point vraiment où j'avais ma famille, ma mère et tout, etc., qui me disait, Jérém, fais gaffe à toi, parce que on voit, tu sais, j'avais des cernes comme ça, je dormais plus, j'étais stressé, j'étais agressif, j'étais tout le temps omnubilé par mon taf, vas-y, fallait que ça marche. Voilà. Et puis forcément, ça créait des tensions de malade parce qu'il fallait que
je transmette aussi certaines compétences, savoir-faire aussi à des jeunes qui débarquaient dans des métiers qu'ils connaissaient absolument pas. La pression du direct et puis la pression que tout ça marchait pas, quoi, tu vois, parce que c'était foiré, c'était pété d'avance. Et d'ailleurs, je te dis, ils se sont retrouvés 6 mois après avec des mecs parmi les jeunes qui se sont foutus en grève. Je te jure, ils m'ont rappelé pour me demander d'y retourner pour essayer de reprendre les manettes, faire tourner la boutique, tellement ils étaient bien sûr. un truc de fou, quoi, tu vois. Et encore 6 mois après, c'était terminé, ils étaient repartis la queue entre les pattes, quoi. Voilà, ils ont fermé la marque. Non, mais un truc de fou. Je n'ai pas entendu parler, mais en plus de ça, c'est, enfin, les chaînes comme ça, télé-shopping, je trouve ça. C'est nul, hein. D'une stérilité, il y a pas, c'est juste à l'opposé de chaînes genre de la nature, enfin National Geographic ou Equidia, tu vois, les trucs. Ouais. C'est vraiment, enfin voilà, le couteau coupe tout, la poêle à frire. Méga 2000, enfin des trucs comme ça. C'est d'une stérilité, c'est d'une superficialité. Enfin, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en même temps, tu sais, il y avait un côté intéressant de la chose. Il y avait alors d'abord sur le plan purement technique, moi j'étais technicien, c'est-à-dire que je m'en foutais royalement de ce qu'il a raconté, j'écoutais même pas en fait, pour tout dire. Mais tu vois, voilà, moi je m'intéressais à la caméra, à l'image, machin, c'était joli, il y a de la lumière. Enfin voilà, moi c'était mon truc. Voilà, ça, j'ai essayé de trouver mon kiff là-dedans. Et puis après, il y avait un truc qui pouvait être aussi intéressant, c'était ce qu'ils appelaient les structures de vente, c'est-à-dire voilà, on a un couteau, comment on va le vendre, donc on va parler de ça et puis ça et puis ça, donc il y a un côté marketing qui peut devenir assez intéressant, comment on amène justement à essayer d'amener des choses intéressantes. Ouais, enfin, et là pour le coup, c'était pas très intéressant, je dois dire la vérité, c'était pas Pierre, et puis il fallait recopier Pierre Bellemare et puis c'est tout, quoi. C'était ça. Hein. Donc bon, bref, ça c'est une anecdote qui s'est passée là-dedans, mais j'en ai 1 million d'autres, tu vois, qui se sont passées où ouais, ça arrivait que dans d'autres circonstances on fasse des directs pour des chaînes de télévision et où on soit vraiment à une demi-seconde de louper l'ouverture du 20h. Voilà, tu vois, ça m'est arrivé aussi. Ça génère du stress et de l'angoisse. Tout ça, à la longue, ça s'accumule. C'est des choses qui peuvent être très subtiles et violentes, quoi. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. C'est le moment de la liker, de la partager, de la commenter si tu as un retour d'expérience ou une question concernant le burn-out et à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Au moment de t'abonner, gling, clique sur la cloche pour être au courant des prochaines publications. Alors maintenant, dans la description, je t'ai laissé tout un tas de liens concernant Jérémy pour le rejoindre sur les différents canaux sur lesquels il diffuse. Et puis bien évidemment aussi, je t'ai laissé le lien d'une formation, de sa formation concernant le burn-out. Voilà, c'est Jérémy qui l'a faite. Et je te laisse ça bien évidemment en description et puis aussi épinglé en commentaire. Voilà. En attendant de se revoir pour une prochaine partie ou une autre vidéo de la chaîne, bien évidemment, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te fais des bisous. Bisous, bisous, gentil bisounours, un petit bisou, y a rien de plus fou. Et le message que je veux avant tout faire passer aux gens qui se posent peut-être la question de savoir s'ils en ont été victimes ou s'ils en sont victimes, d'abord, moi, je veux leur dire un truc, c'est que c'est pas de ta faute si tu as fait un burn-out ou si tu te sens victime du burn-out aujourd'hui. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. C'est de la faute du système qui broie les gens, qui va les essorer, qui va les presser comme des citrons, tu vois, pour essayer d'en extraire la dernière goutte et qui, à la fin, va les jeter comme des Kleenex.